Chers conférenciers, chers participants, chers invités, je voudrais d'abord dire merci de partager ce panel prestigieux avec Jacques et Elga, même si elle est intervenue de loin. Elle a envoyé son audio. Je voudrais remercier aussi l'équipe Solidarité et Progrès avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs années. Je pense à Odile qui est là dans cette salle, je pense à Sébastien qui font beaucoup pour que nous puissions garder les contacts entre organisations. Je pense que c'est très important dans l'idée d'échanger, même quand on n'est pas d'accord. Je pense que l'humanité est une avant tout. Mon intervention porte sur la contribution du panafricanisme dans un monde multipolaire. Mais j'aimerais aussi dire un mot sur l'événement qui nous réunit. Nous sommes réunis ici par rapport à l'Assemblée générale de Solidarité et Progrès, qui est un moment très important. Je note que nous partageons avec vous des idées fondamentales relatives à la prédation d'une oligarchie mondialiste des ressources du monde. Et cette oligarchie mondialiste, sa principale fonction est donc de capter les ressources, en effet, des peuples afin d'alimenter l'économie financière au détriment de l'économie réelle, c'est-à-dire au service des peuples. La cosmogonie du chaos qui tient lieu de religion pour les cosmocrates mondialistes se réalise par les attaques du pouvoir normatif des États, la contestation de la souveraineté populaire, la subversion de la démocratie, le ravage de la nature et la destruction des hommes et des libertés. Comme l'écrit le sociologue alternatif Jean Ziegler, dans l'empire de la honte, je cite, « Dans l'empire de la honte, gouverné par la rareté organisée, la guerre n'est plus épisodique, elle est permanente. Elle ne constitue plus une crise, une pathologie, mais la normalité. » Fin de citation. Vous voyez bien que ceux contre qui nous nous battons pour une gouvernance du monde plus apaisée, plus équitable, plus en phase avec les intérêts des peuples, sont d'abord et avant tout organisés pour imposer le désordre et la cosmogonie du chaos comme une normalité. On ne peut donc pas espérer la moindre victoire sans un minimum de cadre et de structuration. Il est indéniable que les idées sont une des composantes de la puissance. Elles n'appartiennent pas à ceux qui les conçoivent, mais à ceux qui savent les mettre au service de leur but. C'est pourquoi je salue votre Assemblée générale comme un moment crucial permettant de donner aux idées un cadre et les outils pour leur triomphe. Notre contribution pour un monde multipolaire passe par la libération politique, économique et culturelle du continent africain. Ceci est notre devoir. Il nous appartient de le porter, et nous le faisons déjà à la suite de nos aînés, qui eux-mêmes l'avaient hérité de nos ancêtres. Notre salut à nous, Africains, ne viendra pas des autres, mais de notre propre capacité à reprendre l'initiative historique, à réaliser la renaissance africaine. Mais notre combat, à nous panafricanistes, a plusieurs facettes et plusieurs dimensions. Non seulement nous devons nous tirer de l'emprise des oripeaux de l'impérialisme classique, mais nous faisons aussi face à une oligarchie africaine compradore. L'oligarchie compradore est une formation sociale qui s'est construite d'abord au temps de la colonisation. Le maître avait besoin d'auxiliaires autochtones pour l'exploitation de la colonie. Il leur accorde des privilèges et une conscience aliénée de classe. Après le départ du colonisateur, c'est dans cette classe que seront recrutés les futurs dirigeants, validant le néocolonialisme à travers des accords de défense et économiques léonins. Contrairement aux idées reçues, l'élite compradore ne se limite pas aux équipes gouvernementales. Il existe un deuxième ensemble composé des directeurs, des cadres, d'avocats d'affaires, des journalistes, etc., employés et payés par les puissances étrangères et les entreprises transcontinentales, mieux que multinationales. Or, l'existence de cette élite compradore fait partie de la définition du sous-développement. Elle crée l'amalgame dans l'esprit des peuples sur l'idée
selon laquelle l'élite au pouvoir, en apparence africaine, comme eux d'une part, la perversion de la démocratie sans souveraineté, entretenant au passage l'idée que les gouvernements sont le choix des peuples, d'autre part, donc par conséquent, la pauvreté et le sous-développement sont perçus comme des fatalités impossibles à résorber. Alors qu'en réalité, l'élite compradore africaine est non seulement une fabrication des cosmocrates de l'empire de la honte, mais surtout, elle travaille à la pérennisation de sa domination. Ainsi donc, nous autres panafricanistes, nous combattons sur 3 fronts. Comme je disais tantôt, les oripeaux de l'impérialisme classique, l'élite africaine compradore et le peuple pour qui nous nous battons, qui est malheureusement dans l'ignorance. C'est pourquoi notre tâche, ce peuple africain, privé de savoir, affamé à souhait, n'a que faire du droit de vote. Il est naturel qu'un homme qui voit mourir de maladie et de misère sa famille ne puisse pas se préoccuper des libertés de penser et de se réunir. C'est pourquoi notre tâche est d'aider notre peuple à détruire la légitimité des dominateurs. Sa désaliénation lui permettra de développer les armes de critique, de mobilisation et de compréhension indispensables afin d'opérer lui-même sa propre révolution. Pour qu'advienne un monde multipolaire, chacun doit laborer dans son aire de légitimité avec des bons outils. Et un des outils puissants qu'il ne faut jamais négliger est la connaissance, car de la connaissance naît le combat, du combat à la liberté. Sans connaissance, les peuples d'Occident ne rejoindront pas les organisations comme les vôtres. Il y a des contre-vérités sans cesse répétées en Occident, selon lesquelles les peuples d'Afrique, fortement endettés, seraient paresseux, corrompus, irresponsables, incapables de développer des économies autonomes. Étant insolvables, ils ne vivraient que de l'aide internationale, fruit des impôts des généreux, des braves, des honnêtes travailleurs occidentaux. Voici 2 faits parmi tant d'autres qui démontrent le contraire. Le premier cas, Sandaga est l'un des plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest de biens de consommation courants, situé à Dakar, au Sénégal. On y trouve des légumes et des fruits portugais, français, espagnols, italiens, grecs, etc., au tiers ou à la moitié du prix des produits locaux équivalents, plus biologiques et plus frais. Cet envahissement du marché africain n'est pas dû aux qualités intrinsèques et supérieures des produits européens, puisqu'il s'agit des produits agricoles et non industriels. Il s'agit en fait d'un cynique dumping agricole pratiqué par l'Union européenne, en subventionnant entre 300 milliards et 500 milliards de dollars la production agricole européenne destinée à l'exportation. Conséquence, sachant que 70% des pays africains sur les 52 sont agricoles presque entièrement, on imagine le désastre auprès des paysans sénégalais incapables d'écouler leurs produits dans leur propre marché, leur propre pays, travaillant avec femmes et enfants sous le soleil, mais incapables d'en tirer le minimum de revenus décents. Quand les cosmocrates occidentaux refusent, il est vrai, sous la pression de leur propre opinion publique, de donner accès au marché européen à des produits d'élevage ou agricoles de l'Amérique du Sud, grâce aux liens incestueux entretenus avec l'élite compradore africaine, ils le pratiquent sans vergogne en Afrique. Naturellement, toutes ces filières paysannes détruites, des familles déstabilisées, des jeunes sans perspective, c'est autant de candidats à l'immigration. Deuxième cas, il faut noter préalablement que la faim et la dette sont 2 armes de destruction massive que les cosmocrates du monde utilisent pour exercer leur domination. Mais il faut le répéter sans cesse que le Sud finance le Nord, et particulièrement les classes dominantes des pays du Nord. Tous les rapports des organismes de finance internationale relèvent que les flux de capitaux Sud-Nord sont excédentaires par rapport aux flux de capitaux Nord-Sud grâce au service de la dette. Par exemple, en 2006, l'aide au développement représentait 58 milliards de dollars, alors que les transferts vers le Nord représentaient 501 milliards de dollars. Il faut le répéter. 58 milliards dans un sens, 501 milliards dans l'autre. C'est l'expression même de la violence structurelle. Pas besoin de napalm ni de blindés pour asservir les peuples. Le service de la dette s'en charge, sans bruit de bottes,
ni trompette. En conclusion, il est bon de rappeler que les géopolitiques du triomphe et les géopolitiques des défaites des 2 derniers siècles, nés principalement des traumatismes nationalistes et expansionnistes en Europe, ont fait des États des animaux inégaux en lutte permanente. D'aucuns ont fondé l'espoir que la science aidera l'homme à vaincre la faim, l'ignorance, la maladie, la misère, l'angoisse, la peur, les égoïsmes, les fanatismes, les ethnocentrismes et les ethnocides, les anthropocentrismes sclérésants et vieillis, l'exploitation de l'homme par l'homme, comme aurait dit ce vieux Marx, dont personne n'ose citer aujourd'hui. Mais la science à elle seule ne réglera pas le drame de l'humanité sans sociologie, sans psychologie, sans l'histoire, c'est-à-dire sans la politique au sens noble. Car le dialogue de civilisation, pour être une structure du bonheur humain, un outil d'un monde multipolaire, doit revêtir le manteau de la science, de la justice. Dans l'évolution biologique et culturelle de l'humanité entière, en tant que berceau de l'homme lui-même, l'Afrique fut l'avant-garde du progrès mondial dans son ensemble. L'équilibre du monde, l'équité dans la gouvernance du monde ne peut pas se faire sans la contribution de l'Afrique. La destruction de l'ordre cannibale du monde est l'affaire des peuples. Oumou Dianingouf, je vous remercie.